Bonsoir et bienvenue à la Villa Gilet et bienvenue à cette dernière soirée du Festival Littérature Live 2021 qui s'est tenu ici à Lyon depuis mardi et qui se clôt ce soir. Je suis Lucie Campos, directrice de la Villa Gilet, et je suis ravie de présenter ce soir cette conversation entre l'écrivain irlandais Colum McCann. Bienvenue Colum, qui nous rejoint depuis New York ce soir, et l'écrivaine française Justine Augier. Merci d'être parmi nous ce soir, Justine. Cette conversation est organisée avec, et en très grande complicité, avec le prix Montluc, Résistance et Liberté, et sous le signe des deux grandes valeurs qui déterminent ce prix et qui orientent depuis quelques années la sélection des membres du jury. Le prix Montluc Résistance et Liberté, du nom de la prison de Montluc, haut lieu lyonnais de la résistance et de la souffrance face à l'occupant nazi, récompense chaque année un ouvrage et une production visuelle qui favorise la réflexion sur les valeurs de résistance et de liberté. Un très grand merci à Jean-François Carinco, président de l'association Montluc, qui est ici au premier rang ce soir, ancien préfet également, qui a beaucoup fait pour que ce prix existe et que pour que nous puissions parler de ces valeurs aujourd'hui. Merci d'être là ce soir et de représenter ainsi les membres du jury qui auraient voulu nous rejoindre, mais qui nous suivent à distance. Et merci à Anne Smith de son aide précieuse pour l'organisation de cet événement. Cher Colum McCann, vous êtes le lauréat du prix Montluc 2021. Toutes nos félicitations avec le roman Apeirogon, paru... Merci, vraiment un très grand merci. Je me sens très honorée. Avec le roman Apeirogon, paru chez les éditions Belfond, dans une traduction de Clément Baude, dont nous allons parler ce soir. Chère Justine Augier, vous publiez en 2021 Par une espèce de miracle, aux éditions Actes Sud, et merci à son éditrice d'être présente ce soir et par elle aux éditions Actes Sud. C'est un récit et non une fiction, et qui nous parle de Syrie, là où Colum McCann nous parle d'Israël et de Palestine. Mais il nous a semblé que sur les thèmes de la résistance, de la liberté, ainsi que sur la question de l'exil, qui est l'un des fils rouges de la programmation de ce festival 2021, vous pourriez avoir l'un et l'autre beaucoup à nous dire et beaucoup, je l'espère, à échanger ensemble. Commençons par Apeirogon. Alors, le titre, pour commencer, c'est un terme emprunté à la géométrie que je ne connaissais pas, que les lecteurs ne connaissaient pas forcément avant de découvrir ce livre. Et il me semble qu'il désigne un polygone au nombre infini de côtés. Colum McCann, qu'est-ce qu'un apeirogon ? Comment avez-vous appliqué cette figure géométrique à la littérature ? Est-ce une manière de dire l'infinie multiplicité des facettes du conflit israélo-palestinien ? La réponse est oui, absolument. C'est aussi une façon de suggérer que nous sommes tous complices, c'est-à-dire que nous sommes tous impliqués. Quel que soit l'endroit où nous sommes sur cette terre, nous pouvons atterrir sur un tout petit coin du Nil par rapport à cette forme, mais nous avons tous une responsabilité, pas seulement vis-à-vis de notre propre récit ou histoire, mais vis-à-vis de l'histoire du récit des autres. Donc c'est un roman sur un père israélien, un père palestinien qui, contre toute attente et malgré toutes les preuves qui devraient faire qu'ils se détestent, sont des personnes qui se parlent et qui ne disent pas forcément qu'il faut s'aimer, qu'il faut s'apprécier, mais ce sont deux hommes qui disent « nous avons besoin de nous comprendre ». C'est ça véritablement le focus de l'idée de l'apeirogon. Et en le lisant et en vous écoutant, on a l'impression qu'il y a une réflexion constante qui parcourt ce texte sur les points de rencontre possibles entre les mondes culturels, religieux, entre les histoires personnelles, mais aussi tout ce qu'elles transportent avec elles. Est-ce que la fiction nous aide ici à penser ces points de rencontre ?
Oui, absolument, encore une fois. Personnellement, je pense que l'un des problèmes que nous avons à l'heure actuelle, c'est que nous sommes un peu entamés par l'incertitude, nous sommes abîmés par l'incertitude. Pardon, par la certitude. Moi, j'ai eu raison, vous avez tort. Et si vous êtes d'accord avec moi, vous pouvez rentrer dans ma pièce. Mais si vous n'êtes pas d'accord avec moi, bah, barrez-vous. Et je pense que ce que nous avons véritablement besoin de faire, c'est d'accepter la nuance, accepter la contradiction, les prendre à bras le corps et même prendre à bras le corps toutes ces idées même que nous n'aimons pas. Le but étant de tenter au moins de trouver une certaine communalité que l'on peut partager. Le personnage israélien dans ce livre, c'est un personnage, même si c'est quelqu'un de réel, Rami, ben, lui, il dit qu'il n'a pas vu un Palestinien comme étant un être humain tant qu'il n'en a pas vu, tant qu'il n'a pas vu une mère palestinienne descendre d'un bus en portant une image de son enfant qui était mort, alors que son enfant avait déjà été tué. Et il ne parle pas du partage de l'équivalence entre la tristesse des uns et des autres, mais il parle de sa capacité à regarder une personne sous une toute autre regard. Donc c'est ça leur message. Et en effet, vous parlez de nuances, et il y a beaucoup de nuances dans ce livre aux mille facettes, aux 1000 fragments, mais ces nuances se déplient tout autour de points centraux qui, eux, sont extrêmement violents. On parle bien, Colum McCann l'a dit, de 2 assassinats, et donc du meurtre de 2 petites filles, et de l'histoire de leurs 2 pères, Bassam et Rami, qui tentent de se confronter à la violence qui est entrée dans leur vie. Oui, vous avez raison. Et on m'a rappelé très récemment, et surtout depuis ces nouvelles violences qui voient le jour depuis plusieurs semaines, ces violences horribles, mais on m'a rappelé une ligne, une citation, c'est un ensemble d'écrits en arabe, et il s'est agi de poèmes suspendus qui étaient suspendus littéralement sur les places de marché au Moyen-Orient. Et l'une des lignes de ces poèmes est la suivante. Y a-t-il de l'espoir? Y a-t-il de l'espoir comme quoi cette désolation puisse nous apporter une certaine rassurance? Et je trouve que c'est une idée absolument extraordinaire que de dire que notre engagement avec la désolation, avec la tristesse, potentiellement pourrait être quelque chose qui nous permette d'arriver sur la rive opposée. Ce n'est pas une idée naïve ou sentimentale, pas du côté de Rami et Assam, par exemple, cette idée comme quoi on peut trouver un au-delà, quelque chose qui va bien au-delà de la violence. Parce que la violence, comme ils disent, est quelque chose de facile. Or, la résistance est beaucoup plus compliquée. Et le fait d'obtenir, de sentir une véritable liberté, c'est bien plus difficile que toute notion de violence. Merci beaucoup, Colum. Justine Ogier, vous avez vous-même vécu à Jérusalem entre 2006 et 2011, si je ne me trompe. Et vous êtes l'auteur, avant le livre dont on va parler tout de suite, d'un portrait de Jérusalem. Alors, je dis portrait parce que c'est ce qui est indiqué sur la page de titre. Ce n'est ni un roman, ni un récit, mais bien un portrait publié en 2013 chez Actes Sud. Et ce livre-là présentait une succession de récits et était lui aussi fragmenté en 5 ou 6 sections, comme si c'était l'un des choix qui s'imposait presque comme nécessaire face à la réalité de Jérusalem. Oui, enfin en tout cas, je pense que, c'est-à-dire que vous écrivez sur Jérusalem, d'abord vous avez une responsabilité qui est énorme, ajouter des mots à tout ce qui a déjà été écrit, comment on le fait. Et il y a 2 choses avec lesquelles je crois il faut faire. C'est d'une part cette saturation, c'est-à-dire vraiment c'est des couches et des couches de récits, d'images, etc. avec lesquelles il faut faire. Et ensuite c'est ce que j'ai appelé le « je sais qui tu es », que Colum McCann évoquait d'une certaine manière, c'est-à-dire le fait que de toute façon, quand on a quelqu'un en face de soi, cette personne-là, elle est enfermée dans une identité qui fait que
tout est statique. Il n'y a pas d'histoire possible, il n'y a pas de développement possible, il n'y a pas de surgissement, d'étonnement. Le futur est fermé, en fait, puisque tout est déjà condamné. On a condamné l'autre, on se condamne soi-même, etc. Donc, pour déjouer ça, je pense qu'il est nécessaire, d'une part, de repartir des histoires, et des histoires de souffrance, naturellement, et de à nouveau s'étonner devant la souffrance. Donc ça, c'est... et Colum McCann le fait remarquablement bien. Enfin, je veux dire. Et l'autre chose, c'est qu'il faut... Et ce qui fait, alors à Péregon, il fallait oser quand même, mais c'est ça, c'est-à-dire il pulvérise l'image du mur comme figure explicative. C'est-à-dire que tout d'un coup, on est dans cette vision totalement fragmentée, et là, on peut commencer à rebâtir des histoires, et j'ai beaucoup admiré la manière dont il reconstruisait ces histoires, tout en les liant à un contexte, qui est le contexte qu'on connaît, qui développe, mais qui se densifie en fait presque sans fin, c'est-à-dire que les oiseaux migrateurs finissent par faire partie du contexte, l'Irlande, Mitterrand qui mange ses ortolans, enfin il y a vraiment quelque chose comme ça, et voilà, qui fait que tout d'un coup il y a un regard neuf qui est permis, quoi. Voilà, et tout d'un coup tout s'ouvre, quoi. C'est magnifique quand même, ça c'est de la littérature. Alors, j'avais commencé en parlant de géométrie. Justine Ogier nous parle de pulvériser et reconstruire. Colum McCann, est-ce que c'était ça, la Péregon? Qu'est-ce qu'il fallait pulvériser et qu'est-ce qu'il fallait reconstruire? Merci Justine pour cette générosité absolument extraordinaire. Et j'adore cette idée comme quoi vous parlez de l'idée d'un portrait. Un portrait aussi. Or, ce que je voulais faire, oui, je voulais surtout tout déranger. Je voulais déranger tous les aspects liés au récit traditionnel quand on décrit le palestinien. Je voulais décrire le côté multifacette. Je voulais également pulvériser la conception qu'on peut avoir, à savoir qu'est-ce que c'est qu'un Israélien. Je voulais vraiment que les lecteurs se sentent en déséquilibre. Et donc, pendant les premières pages, c'est un petit peu confondant, comme on dit. Mais ça, c'était normal, c'est ce que je voulais. Je voulais que les personnes puissent dire « Ok, je prends à bas le corps cette confusion. Plus de fêtes, plus d'histoire, s'il vous plaît. » Moi, ce qui est important pour moi, c'est le territoire du cœur humain. Et c'est là que la littérature est si utile. Et c'est de ça que parle Justine. La littérature peut nous permettre de rentrer dans le territoire du cœur humain. L'amour, la pitié, le sacrifice, la fierté et bien sûr la violence aussi. Et la littérature peut capturer quelque chose dans ces moments infimes qui parlent aussi des proportions épiques, aussi de l'âme humaine. Il n'y a pas de meilleur endroit. Il n'y a pas de meilleur endroit, pas d'endroit plus triste que Jérusalem où tout il se passe est nucléaire. Les 3 continents qui sont réunis, les 3 religions principales qui sont réunies, au moins 3 des religions principales. Et quelle ville, quel endroit, quelle énergie qui pulse et quelle tristesse. Et donc, il faut ajouter à cette rencontre des 3 continents, la rencontre de territoires très différents, le territoire géographique et politique qu'on vient de décrire, et ce territoire du cœur humain. Effectivement, pour le lecteur qui ne connaîtrait pas Jérusalem, pour le lecteur qui peut-être par une très étrange torsion de l'histoire ne connaîtrait pas les événements qui sont là dans le contexte et la toile de fond, cette histoire a aussi une résonance très universelle. Il s'agit avant tout, avant même de parler d'histoire, il s'agit de raconter la rencontre entre 2 souffrances, celle des 2 pères. Vous citez Rilke en préambule. Vous le citez très brièvement. « Nous vivons notre vie, disait Rilke, en cercle de plus en plus large qui passe sur les choses. » Est-ce que vous pouvez nous parler de ces cercles, Colum McCann? Oui, alors ces cercles, cela fait partie des vagues que nous avons dans nos vies. On jette une pierre dans une mare, par exemple, on voit tout de suite les mini-vagues des remuements de la surface. Le fait que nous ayons cette conversation, le fait que nous ayons ce prix Montluc magnifique, le fait que nous ayons cette prison que nous pouvons observer, le fait que nous ayons cette histoire et le fait que nous ayons la possibilité aussi de penser avec du plaisir à tout
tous les récits que nous allons pouvoir formuler par la suite. Les scientifiques nous disent, et bien sûr ils ont raison, que le monde est constitué d'atomes, mais en réalité, moi personnellement je pense, et je pense que la plupart des gens seraient d'accord avec moi, qu'en réalité, le monde est constitué d'histoires, de récits, et c'est le travail justement des lecteurs et des écrivains que de tenter de négocier le virage de ce monde, c'est-à-dire à savoir à quel point est-ce que ce monde peut être profond, noir ou bien éclairé. Et effectivement, le monde est constitué de récits. C'est vraiment l'impression qu'on a en lisant ce tour de force. Enfin, ça n'est pas qu'une pulvérisation, c'est aussi une structure incroyablement complexe qui se répartit en 1001 fragments, certains très longs, très complexes et d'autres tout petits. On ne fera pas la lessive ce soir, ou des petites choses du quotidien qui s'insèrent là. On va quitter momentanément Jérusalem et arriver ailleurs, alors dans un ailleurs multiple, lui aussi complexe, et dans le tour de force, cet autre tour de force qui est le livre de Justine Ogier, par une espèce de miracle. Justine, vous avez travaillé dans l'humanitaire avant de devenir écrivaine. Vous connaissez bien les pays du Moyen-Orient, alors Jérusalem, oui, mais aussi le Liban et aussi ces autres pays que vous y ayez vécu ou que vous ayez beaucoup parlé, beaucoup écouté les récits de ceux qui y ont vécu et ceux qui ont vécu les vicissitudes politiques de ces dernières années. Ce n'est pas votre premier livre sur la Syrie. Et nous avions parlé ici à Lyon, il y a quelques années, de Deux lardeurs, qui portait déjà sur la disparition sur la Syrie et sur la disparition en 2013 de l'avocate syrienne des droits de l'homme, Razan Zaitouneh, une opposante au régime Assad, écrivaine et figure de la Révolution. Vous avez rencontré le personnage dont nous parlons ici, Yassine Al-Haj Saleh, à ce moment-là, dites-vous aussi dans ce livre. Et il était un ami proche de Razan. Dans les deux livres, vous affirmez un message similaire. La Syrie est notre affaire à tous. Est-ce que vous voulez nous en dire plus ? Oui. Oui, j'ai découvert assez tardivement, en fait, finalement, ce qui s'était passé en Syrie, puisque la révolution a eu lieu en 2011 et j'ai commencé à m'y intéresser en 2014 ou 2015. Et j'ai été saisie, oui, il y a deux sentiments, si vous voulez. D'une part, il y a le sentiment d'un écrasement insupportable, l'écrasement de cette révolution très belle. Et d'autre part, l'écrasement qui est l'oubli et l'indifférence réservés par le monde, en fait, devant toute cette violence. Et il y a ce sentiment très fort aussi que cette affaire me concerne à plein de niveaux différents. Elle me concerne en tant qu'Européenne, elle me concerne en tant qu'être humain, elle me concerne en tant qu'écrivaine. C'est un sentiment avec lequel j'avais eu un peu qui était compliqué pour moi en écrivant sur Razan Zaitouneh, parce qu'il y avait une question de légitimité à me saisir de cette histoire. Et par une espèce de miracle, là, c'est l'histoire donc de Yassine Al-Haj Saleh, de son exil, en fait, puisque Yassine Al-Haj Saleh a quitté la Syrie, comme des millions de Syriens. Il est allé d'abord en Turquie, donc c'est un grand intellectuel syrien, Yassine, et ensuite il s'est installé à Berlin. Et lui qui avait écrit toute sa vie sur la Syrie, tout d'un coup, il a écrit sur la Syrie et le monde. Voilà. Et donc là, tout d'un coup, cette intuition que ça me concernait, il la partageait de façon très forte. Il était à Berlin, donc c'était cet homme avec son histoire qui s'installait dans cette ville avec son histoire. Mais je crois que c'est en lisant les deux livres, c'est un point très présent dans les deux livres, qui est de dire ces histoires nous concernent, nous, citoyens du monde, et inversement, le monde est partout dans ces histoires. Nous avons une écrivaine française qui nous parle de Syrie et qui se sent concernée au nom d'un collectif beaucoup plus large, au nom de la France, au nom de l'Europe, au nom de multiples citoyens que nous sommes. Nous avons un écrivain irlandais, pardon Colm, mais vous n'êtes pas du territoire dont vous parlez, même si vous, clairement, à vous lire, vous le connaissez très bien, mais nous avons un écrivain irlandais qui, en partie, écrit à New York et qui nous parle de Jérusalem et qui nous dit que Jérusalem nous concerne et que le monde est là, est présent aussi dans cette histoire. Oui, je crois qu'il y a une responsabilité. Je pense que, notamment, sans doute, en tant qu'Européens, peut-être,
Enfin, moi, c'est quelque chose que je ressens de façon assez forte, puisque, et c'est là que aussi la présence de la ville de Berlin dans le projet vient prendre sens. C'est-à-dire qu'évidemment, c'est toute l'histoire de notre destruction, de cette terrible destruction européenne et de ce qui en est sorti, qui était quand même le projet européen qui repose sur la défense de certaines valeurs universelles. Et aujourd'hui, ce que cette histoire nous raconte, l'indifférence réservée à l'égard de la Syrie, le non-soutien aux révolutionnaires qui sont des gens qui sont descendus dans la rue pour défendre ces valeurs qu'on prétend incarner, le refus de l'hospitalité, tout ça nous raconte véritablement quelque chose de notre projet, de ce que nous cherchons à être. Donc là, il y a vraiment, je crois, quelque chose de très profond qui est en jeu. Et ensuite, je pense qu'en tant qu'écrivain aussi, il y a une forme de responsabilité par rapport à là, sur la Syrie, en tout cas, cet immense scandale qui est le mépris de certaines vies. Je pense que c'est toujours un des moteurs de l'écriture. Et puis ensuite, il y a aussi une responsabilité, je crois, par rapport aux rêves des faits, aux rêves des révolutionnaires syriens, aux rêves des pacifistes israéliens et palestiniens. Je pense il y a quelque chose par rapport à ça. Et quand Colm parlait de la lumière, de l'ombre, enfin, oui, bien sûr qu'on est en quête de ce qui peut ressortir de la destruction, de la lumière qu'on peut y trouver, de tout ce qui n'enferme pas, tout ce qui n'est pas la destruction ne provoque que la destruction. Non, il y a des choses très très précieuses qui se jouent là, et je crois qu'on a une véritable responsabilité à s'en saisir, à en prendre soin. Comment est-ce que l'écriture aide à articuler cette responsabilité ? Cela nous concerne. Je ne sais pas, comme je viens de vous le dire, enfin, je pense que c'est vraiment en tant qu'écrivain. Après, je crois que moi, pour ma part, ensuite, il faut créer une forme en fait, qui permet ensuite de se saisir en fait, de ces affaires avec énormément de précautions, évidemment, et de le faire, pour ma part en tout cas, dans un souci constant de lutter contre un phénomène à l'œuvre qui est pour moi un phénomène d'écrasement en fait, du réel, qui se joue dans l'oubli, donc un écrasement du temps, qui se joue dans un renoncement aux multiples, à la complexité du réel, qui se joue dans ce que je disais tout à l'heure par rapport à la manière qu'on a d'enfermer les êtres dans des identités. Et donc je crois que là, l'écriture est un instrument absolument formidable pour recréer de l'épaisseur. Et je pense alors, nos livres sont très différents, mais j'ai l'impression qu'on recherche tous les deux à recréer beaucoup des liens, des ramifications entre les histoires, entre les lieux. Et c'est une manière comme ça finalement, je crois que dans ce monde que nous vivons, la littérature offre une formidable manière d'appréhender le réel, voilà. Et en retravaillant évidemment la langue aussi, parce que malheureusement j'ai l'impression, dans le débat public, il y a une langue qui est quand même assez appauvrie, qui peine en fait à dire. Et donc je pense que c'est là que notre responsabilité se situe. Et merci beaucoup. Vous l'avez dit très clairement, c'est aussi ne pas renoncer à la complexité. Et ne pas renoncer à la complexité, c'est le défi de ce livre très dense. C'est aussi le message de Apeirogon, de ces 1001 facettes que nous propose dans ce défi magistral, Colm McCann. Je vous pose la même question, Colm. Quels sont les moyens de la littérature pour se saisir de cette responsabilité, cela nous concerne? Oui, vous savez, Samuel Beckett a dit, et je cite, il l'a dit il y a quelque temps, c'est le travail de l'artiste désormais que de trouver un format qui arrive à gérer ou prendre en compte le bordel. Et je pense que c'est une déclaration extraordinaire, parce que c'est quoi ce bordel, entre guillemets, dans lequel nous sommes? C'est fragmenté, tout à fait. C'est quelque chose qui s'est fragmenté à un moment donné, mais c'est aussi quelque chose qui est texturé et très, très épais, exactement comme Justine vient de le dire. Et d'une certaine manière, il s'agit de quelque chose dans lequel on peut se frayer un chemin et on peut quand même tenter
tenter de trouver un récit qui nous parle à nous tous. Parce que si la chose a lieu en Syrie et si nous sommes convaincus que l'histoire syrienne va se passer en Syrie et rester en Syrie, ben nous allons devenir isolés, nous allons devenir gelés vis-à-vis de l'expérience humaine. Mais si quelque chose a lieu en Syrie, cela a lieu également à Dublin, à New York, dans le Kentucky, à Paris, cela a lieu également à Lyon. Et personnellement, je pense que c'est notre travail, notre devoir que de tenir compte de cet engagement et de parler de cet engagement. Ebrad Saïd, par exemple, l'auteur palestinien et philosophe palestinien, parlait également du fait que nous sommes très multitudinales. Nous ne sommes jamais juste irlandais, nous ne sommes jamais juste musulmans, jamais juste palestiniens. Nous sommes tellement plus de choses. Nous ne sommes pas juste un truc précis. Et ce bordel, entre guillemets, dont je parle est quelque chose que nous devons célébrer. Et en tant qu'auteur également, moi je comprends très bien que c'est un petit peu fou pour moi en tant qu'auteur irlandais qui vit à New York que de me dire hey, tiens, je vais pouvoir écrire sur Israël et sur la Palestine. Et on parle de l'appropriation culturelle et les gens ils ont raison lorsqu'ils en parlent parce que pendant des dizaines, des centaines d'années, les artistes, les corporations, les politiques se sont rendus à des endroits et on a volé, on a été des patriarches, on a volé, on a mal compris. Mais d'un autre côté, de la même main, un artiste peut aller sur un territoire et on peut pencher la tête, sa tête chauve, on peut pencher la tête et on peut dire je veux savoir, parce que votre vérité va faire que ma culture va être meilleure. Il s'agit d'une célébration culturelle. Donc Justine qui rapporte l'histoire de la Syrie, c'est cela qui permet d'augmenter la taille du cœur français. C'est cela qui permet d'augmenter la taille des cœurs ailleurs, partout dans le monde. Vous rentrez sur un territoire et vous dites j'ai besoin d'apprendre, quitte à avouer parfois que vous ne comprenez pas tout, que vous ne savez pas comment entendre, comment gérer le fait d'être confus. Et le fait d'être confus, de ne pas comprendre, ça n'a aucun problème. Il est très très important de le dire. Certaines des citations que j'adore actuellement tournent autour des mots très simples, je ne sais pas. Et lorsqu'on arrive à avouer cela, on arrive à enlever cette maladie d'incertitude dont je parlais tout à l'heure. Et quitte à avouer que notre conscience européenne est faite de cela aujourd'hui, de ces discussions-là, et de ce qu'on retrouve dans votre livre, Colum McCann, puisque ça ne se passe pas qu'à Jérusalem, il y a aussi des discussions entre Irlandais dans des pubs, il y a aussi le Mitterrand qui apparaît là, enfin les histoires de Mitterrand qui mange ses ortolans, enfin le récit circule et est reflété autant de fois ailleurs qu'il l'est sur le territoire et dans l'histoire personnelle de vos personnages. Alors, Justine, je voulais rebondir, puisqu'on parle de cette conscience plus large, européenne au moins, sinon plus. Votre livre porte de bout en bout sur la Syrie, mais il est profondément ancré en Europe. Et vous parliez de Berlin tout à l'heure, qui est là où tout se noue. Où ont lieu vos conversations, enfin les conversations de l'enquêteur, mais qui est vous. Et il est profondément ancré aussi dans la culture européenne, qui encadre l'avancée de la recherche et de l'enquête qui structure ce livre. Vous dites avoir lu Simone Weil, qui est citée là en exergue, Benjamin, Arendt, Canetti, Adorno, et beaucoup de ces grands noms, de ces grandes figures de notre culture européenne que la violence de l'entre-deux-guerres a poussé à l'exil dans une autre époque. Comment vous situez-vous par rapport à eux aujourd'hui ? Tous les 6. Non, est-ce qu'il est encore possible de parler d'exil aujourd'hui et comment ? Oui. Ah, d'accord, c'est un peu une autre question. Non, je voudrais juste préciser une chose, c'est qu'ils sont... ils font partie de notre conversation à Yacine et à moi. Parce que Yacine, il est venu en Europe pour chercher de quoi comprendre la tragédie syrienne. C'est ça qui est quand même incroyable. C'est-à-dire qu'il est venu, et il est devenu le meilleur ami d'Hannah Arendt, qui l'accompagne et qui l'aide à penser la tragédie syrienne, qui l'aide à
à se pencher sur le mal, en fait. Voilà. Donc, il est venu chercher ces outils-là, et finalement, la Syrie éclaire aussi la situation européenne, comme j'ai dit tout à l'heure. Et penser l'exil, enfin... oui, enfin, je crois qu'on a besoin de penser l'exil, en fait. Je pense que la perspective exilique, on en a profondément besoin dans notre Europe qui est affreusement fermée en termes de frontières, de conception identitaire. Et même le futur même semble complètement, bouché et fermé. Et je crois que la perspective exilique, elle est porteuse d'une forme d'altérité en soi, donc qui met à mal en fait tous ces rêves d'aujourd'hui d'homogénéité, de société sans conflit, qui met à mal les idées d'identité très fermées, qui est très riche aussi d'un point de vue éthique, puisque en fait la perspective exilique, c'est la possibilité de penser tout bêtement, enfin d'avoir en soi une conversation. Et c'est aussi la possibilité, et là je crois vraiment que là-dessus nos livres se rejoignent sur ce qu'on est allé chercher là. Ça semble pas grand-chose et c'est énorme, c'est quand la souffrance des êtres ouvre sur la souffrance de l'autre, au lieu de fermer. Et c'est le cas absolument chez Yassine El Hadj Saleh, qui a, comme beaucoup de Syriens, a terriblement souffert, a passé 16 ans dans les prisons du régime syrien, sa femme a disparu, son frère a disparu, c'est une souffrance énorme. C'est le cas également, donc, effectivement, de Rami et Bassam, les personnages de Colombe. Et enfin, il y a là quelque chose de très beau. Yassine, il dit un jour, il me dit, les gens qui sont comme ça sauvent le monde. Et je crois à ça. Et ce que j'aime dans le livre de Colombe, c'est que ces personnes-là qui sont en permanence, en fait, traquées, qui ont trop d'ennemis, parce que c'est pas possible, en fait, les personnages de Colombe sont haïs à la fois par l'Israélien sera haï par les Palestiniens, mais aussi par les Israéliens de son propre camp. Enfin, ce sont des minorités dans la minorité. Et ce qui est très beau dans son livre, c'est qu'ils prennent toute la place tout d'un coup. Et ça, j'ai trouvé ça très très beau. Merci beaucoup. Alors, je ne pose que des questions difficiles ce soir parce que les sujets sont difficiles. Pour la dernière séquence de cette conversation, puisque nous sommes réunis sous l'égide de ce prix au nom de la résistance et de la liberté, je vais poser des questions encore plus difficiles. Colum McCann, puisque vous êtes le lauréat de ce beau prix Montluc, la résistance et la liberté, que sont-elles aujourd'hui pour Bassam et Rami et pour les humains très réels dont ils sont inspirés, et vous nous le dites dès le début du livre, qu'est-ce que la résistance? Où se trouve la liberté? C'est vraiment une question très complexe et je pense qu'on pourrait en débattre pendant des heures et des heures. Mais à mon sens, la résistance, c'est la capacité que l'on a ou pas de raconter son propre récit, alors que d'autres personnes essaient de vous la voler. Et je pense que la liberté, on l'obtient lorsque cette histoire est écoutée par d'autres. Je pense que c'est une définition très simple de ce que c'est que la liberté et la résistance, mais je pense que ce sont des choses qui sont intrinsèquement mêlées. Et je pense que ceci nous ramène au récit et le fait de raconter des histoires ou des récits. Et une chose que nous devons absolument apprendre lorsqu'on apprend sur la résistance et la liberté, c'est que nous ne devons pas faire en sorte que la justice devienne la vengeance. Lorsque la justice se transforme en vengeance, on se fait mal à nous-mêmes. Or, lorsque la justice devient autre chose, quelque chose qui s'approche de la compréhension peut-être, à ce moment-là, on a fait quelque chose de bon, quelque chose de moral. Et il y a un petit peu une culture de sans domicile moral qui existe dans le monde actuellement. Et ça se propage. Et je pense que c'est le rôle des lecteurs, des personnes comme vous, des personnes comme Justine et des personnes comme moi et d'autres également. C'est notre rôle à nous de chercher à se frayer un chemin
chemin, comment parler d'une autre forme de domicile, comment veiller à ce que les personnes puissent venir s'y mêler. Et je pense que quelque chose peut arriver. Je pense que la paix est quelque chose qui émerge au fil du temps. Et je pense que la paix peut venir d'en dessous. Et cela fait des années que nous parlons de la paix comme quelque chose qui nous tombe dessus grâce aux politiques, grâce aux corporations, grâce même aux artistes. Mais personnellement, j'ai l'impression qu'il y a une énergie qui existe dans le monde, une énergie sous-jacente où nous pouvons prendre tous ces récits, cette capacité à raconter des histoires et en faire une forme de paix. Par exemple, un petit peu comme Greta Thunberg, regardez ce qu'elle a fait, cette gamine qui est sortie de la salle de classe en disant ras-le-bol. Et au bout de quelques mois, il y a eu tout un mouvement qui la suivait. Ces mouvements peuvent arriver et nous surprendre. Et effectivement, il s'agit de résistance, il s'agit de liberté. Et c'est pour cela que je me sens si honorée de recevoir cette récompense. C'est vraiment, je me sens plus honorée qu'à tout autre moment de ma vie. Le nom de Rami, le nom de Bassam, désormais, je sais qu'ils sont associés à ces mots et vraiment, vraiment, je suis très reconnaissant. Merci beaucoup pour cette réponse très belle à une question très difficile. Justine Ogier, je vous pose la même question pour ceux que vous interrogez aujourd'hui sur la série, parce que je ne vous demande pas forcément de nous dire le fin mot, mais pour ceux que vous interrogez aujourd'hui et ceux avec lesquels vous êtes en discussion aujourd'hui, que veut dire la notion de résistance aujourd'hui et où se trouve la liberté? Là, je me suis arrêtée à 2 mots là, dans ce que vient de dire Colombe quand il parle de mouvements qui peuvent surprendre. En fait, pour moi, c'est là que ça se joue, parce que ça se joue toujours par rapport à une époque. Et là, je trouve qu'on est dans une époque qui est vraiment terriblement fermée, assiégée. Et je crois, pour moi, la résistance, elle est là. Elle est d'abord... Rami et Bassam pratiquent la résistance, Yassine Al-Saleh pratique la résistance. Ce sont des gens qui sont profondément libres, qui embrassent la complexité du réel. Et pour moi, elle est là, la résistance, parce que c'est ça qui rend possible à nouveau le surgissement. C'est ça qui fait que quelque chose peut commencer, qui vienne nous surprendre et nous étonner. Et la rencontre entre Rami et Bassam est proprement improbable. Enfin, il y a quelque chose là qui vient surprendre, et cette capacité à s'étonner, pour moi, c'est là, en fait, la résistance. C'est de cultiver ça. Et effectivement, et il faut le redire, elle est improbable, elle est une fiction des plus osées et des plus incroyables possibles, mais elle est basée sur une réalité. Enfin, le réel toujours dépasse la fiction, et c'est la capacité à s'en étonner qui fait avancer les choses. Est-ce que donc, résistance et liberté, c'était terriblement difficile. Est-ce qu'on peut parler d'espoir ? Est-ce qu'il y a de l'espoir? Et Colum McCann, les oiseaux peut-être, qui font la très très belle couverture de votre livre chez Belfond, sont-ils sinon un espoir, quelque chose qui aussi nous montre qu'il y a de l'improbable, il y a des échappées possibles, y compris dans un texte comme celui-là? Oui, je pense que c'est une très très belle façon de terminer. Y a-t-il de l'espoir? La réponse est oui, il y a de l'espoir. Brett parlait de quelque chose, ou pardon, dans un poème, il a posé la question: est-ce qu'il y aura des chants lors des moments noirs? Et la réponse a été oui, il y aura des chants. Nous allons chanter tout le long de l'époque où il y a de la noirceur. Taher Dajout est un Algérien, également un journaliste qui a été tué il y a plusieurs décennies. Et l'une de ses citations était, et je cite, « Lorsque nous parlons, nous mourons. Lorsque nous sommes silencieux, nous mourons. Donc il faut parler et il faut mourir. » Et c'est vraiment quelque chose qui est très important à mon sens lorsqu'on parle de la résistance et lorsqu'on parle aussi du fait qu'il faille cultiver l'espoir. Parce que si nous avons une responsabilité, on parle de l'Europe par exemple, on parle des nations qui ont beaucoup plus d'argent que d'autres, nous devons également cultiver l'espoir, savoir cultiver cet espoir au sein de nous-mêmes et puis ensuite savoir faire répandre cet espoir à travers le monde. Je suis vraiment foncièrement convaincue que ces mots résistance et liberté pointent dans cette direction, dans la direction de l'espoir. Et c'est pour cette raison que je pense que cela est profondément nécessaire.
Merci beaucoup, Colum McCann. Justine, le mot de la fin vous revient? Yassine El-Haj-Saleh, quand il a été en prison pendant 16 ans, dit s'être immunisé contre le désespoir. Et en lisant, notamment, en lisant énormément. Et je crois que en fait, c'est peut-être le propre des moments qui semblent très sombres, en fait, que de réussir à y cultiver l'espoir. C'est Arendt qui parle de l'optimisme voisin du désespoir. Et je crois que les personnages de Colum aussi sont finalement pleins d'espoir. Et il faut quand même dire, je pense, que c'est extrêmement courageux que d'espérer, en fait, parce que évidemment le risque de la désillusion est énorme, mais je pense que c'est ne pas céder au cynisme, et je pense que notre époque réclame profondément qu'on ne cède pas au cynisme. Merci beaucoup. Donc ne pas céder au cynisme et prendre sur nous cette responsabilité de la complexité. Merci beaucoup Colum McCann et merci Justine Ogier.